Bonjour à vous et bienvenue dans le 183e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de L'Aventurier, adaptation d'un roman inachevé d'Arthur Schnitzler par un duo d'auteurs italiens, Alessandro Tota pour le scénario, Andrea Settimo pour le dessin, et l'album est édité chez Glénat dans la collection Très étrange. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les Crieurs du Crime, un album que l'on doit au scénario de Sylvain Vénère, au dessin d'Hugues Micol et c'est coédité par Delcourt et les éditions La Découverte. Je parlerai ensuite de l'album Belmondo, Peut-être que je rêve debout, magnifique titre consacré à cet immense acteur que l'on doit au scénario de Laurent-Frédéric Bollé, au dessin de Jean-Michel Ponzio et c'est édité chez Glénat dans la collection 9,5. J'aborderai aussi la sortie de l'album G.I. Gay que l'on doit au scénario de Didier Alcante, au dessin de Juan Bernardo Munoz et c'est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Il sera temps ensuite de vous parler de La Part du Feu, le second et dernier tome du diptyque San Francisco 1906 que l'on doit au scénario de Damien Marie, au dessin de Fabrice Médour et le tout est édité chez Grand Angle. Je vous présenterai aussi Un enfer pour un autre, le 3e et dernier tome de la superbe série Slava que l'on doit à Pierre-Henri Gaumont et qui est publié aux éditions d'Argo. Enfin, je terminerai par la réédition de l'album Histoire incroyable du basket que scénarise Tony Lourenço, un titre mis en dessin par de nombreux artistes et qu'édite petit à petit dans sa collection des docu-BD, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vous pouvez aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Avec un titre comme L'Aventurier, mon album coup de cœur vous propose de prendre la route et de suivre un jeune homme, un certain Anselmo Ringardi, dans une épopée qui va l'entraîner vers un drôle de destin que l'on découvre au fil des pages qui se tournent. C'est en réalité un roman inachevé d'Arthur Schnitzler qu'adapte ici un duo d'auteurs italiens, Alessandro Tota pour la partie scénario et le talentueux Andrea Settimo pour ce qui est de la partie dessin. L'histoire nous entraîne d'ailleurs en Italie, nous sommes en 1520 et nous allons découvrir dès les premières pages celui dont on va accompagner les pas, Anselmo, un jeune homme bien de son âge qui aime faire la fête et sortir avec ses camarades. Seulement le jeune homme est pressé par son père, dont la famille a connu des revers de fortune et le décès d'une fille, pour entrer dans l'armée, d'autant qu'Anselmo est plutôt une fine lame qui pourrait être bien meilleure avec encore plus de sérieux aux entraînements. Voilà donc le point de départ de ce récit, qui va très rapidement basculer vers autre chose, car si le destin d'Anselmo semble tout tracé et guidé par son père, à l'époque, la peste est capable de faire des ravages et décimer des familles entières. C'est de cette façon qu'il va voir l'intégralité de sa famille mourir, nous sommes alors à la page 14 et c'est le point de départ pour Anselmo qui se met en route pour une aventure qui trouvera son épilogue à la 184e et dernière page. Avec beaucoup de talent et un dessin au trait léger et enlevé, Andrea Settimo nous plonge dans des pages où la couleur vert de gris prend le pas sur les autres couleurs pour symboliser ce chaos qui s'empare de la ville et qui jonche les rues de cadavres. C'est aussi cette force suprême, comme une sorte de coup du destin, qui entraîne Anselmo sur la route, un chemin semé d'embûches comme autant d'épreuves, qui vont l'entraîner vers un destin qui ne lui semblait pas du tout tracé. C'est d'abord dans une auberge que le guidera cette destinée, endroit où il y rencontrera 4 personnages, 2 hommes attablés en train de boire et 2 femmes qui se reposent dans la pelouse.
Cette première étape marquera pour lui un premier tournant, que je me garderai bien de vous dévoiler, mais à la manière d'une aventure parsemée de plusieurs quêtes, cette première rencontre en amènera bien d'autres par la suite. Mais la rencontre qui sera centrale pour notre personnage sera celle qu'il va faire avec un certain Géronte, sorte de magicien dont les pouvoirs divinatoires lui permettent de prédire la date de mort des personnes qui se présentent face à lui. Non pas qu'Anselmo avait la curiosité de connaître une telle information, mais le jeune homme est tombé amoureux de sa fille, une jolie blonde prénommée Lucrezia, qui incarne à la fois la douceur et des idéaux de justice. Toujours est-il que de fil en aiguille, cette aventure prend une toute autre coloration, jusqu'à faire accéder notre jeune homme au trône du royaume, ce qui représente pour lui le début d'une nouvelle épopée, cet album fonctionnant ainsi, allant de surprise en surprise. Récit d'aventure avec une forte coloration tragique, L'Aventurier est un album véritablement passionnant qui se lit d'un trait, tant on a envie de savoir quel sort attend le sympathique et téméraire Anselmo. En cela, le travail d'adaptation de Tota est particulièrement réussi, donnant de la profondeur psychologique au personnage, tout en réussissant à garder du mystère chez d'autres, à l'image du vieillard Géronte. Le dessin d'Andrea Settimo met le tout parfaitement en image, donnant caractère et dynamisme à cette bande dessinée grâce à un trait maîtrisé qui allonge les corps et propose des pleines pages entre cauchemar et hallucination. Belle surprise de ce mois de septembre, l'album étant sorti le 4 septembre dernier, L'Aventurier est un titre que je recommande chaudement, un album sorti chez Glénat à retrouver dans la collection Très étrange. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons par nous projeter dans la société française de 1907, une société qui voit apparaître un sentiment que l'on ressent toujours très fortement aujourd'hui, avec souvent les mêmes mécanismes qui le sous-tendent, le sentiment d'insécurité. Dans cette société où la presse a pris un nouvel essor depuis quelques années déjà, les faits divers occupent de plus en plus de place au sein des journaux, des faits divers dont on est encore très friand aujourd'hui au regard du nombre d'émissions et de reportages consacrés à ce genre. Et ça tombe bien car de faits divers, il va en être question en cette année 1907, une affaire de meurtre qui va émouvoir la société au point d'avoir un fort impact sur le débat entourant l'abolition de la peine de mort que voulait le président Fallières, connu pour être un abolitionniste. L'histoire en question est celle d'une petite fille, Marthe Erbelding, qu'un ami de la famille, Albert Soleillant, devait emmener au café-concert Le Bataclan, mais qui est revenu sans elle en milieu d'après-midi. La bande dessinée Les Crieurs du Crime ne fait pas de cette histoire le centre du récit, mais l'arrière-plan autour duquel l'album va tourner, mettant plutôt en avant un journaliste qui s'appelle Valentin, ainsi que sa femme Marguerite. Quand on découvre le couple fraîchement marié au début de l'histoire, les deux époux doivent s'embarquer pour Venise en voyage de noces, jusqu'à ce que Valentin soit gardé dans la capitale pour couvrir la fameuse affaire Soleillant. Nous le suivons donc dans les coulisses de cette enquête, essayant de trouver les bonnes informations qui alimenteront ses papiers et les bonnes personnes qui pourront le renseigner afin de faire plaisir à son patron, un certain monsieur Lachaise. Mais à travers ce personnage, c'est aussi une critique de cette société qui voue parfois une fascination et de l'horreur pour le fait divers que nous raconte Sylvain Vénère, historien venu à la bande dessinée il y a quelques années déjà. Pour cet album, il confie son histoire au pinceau d'Hugues Micol, qui propose avec un trait enlevé et dynamique une plongée dans cette France du début du siècle dernier, cherchant plus à faire ressentir qu'à montrer fidèlement ce Paris de 1907. Avec un dessin à la gouache, il nous entraîne sur une quinzaine de jours en février 1907, au plus près de ce reporter, de sa femme et d'un couple d'amis dont Léonie est une collègue dessinatrice, pour nous faire ressentir l'atmosphère qui pouvait bien entourer ce petit milieu parisien bourgeois qui est alors en pleine émulation. Il en ressort un album vraiment captivant et intéressant, complété en fin d'ouvrage par des éléments de contexte permettant de bien comprendre la société dans laquelle le duo Vénère-Micol ancre son histoire. Publié par les éditions Delcourt, en collaboration avec les éditions La Découverte, Les Crieurs du Crime est un témoignage pertinent sur une époque à la fois très différente et en même temps très proche de la nôtre, le tout
en racontant une histoire vraiment très agréable à suivre. C'est un monstre sacré du cinéma français qui a droit aux honneurs de la collection 9,5 des éditions Glénat, Jean-Paul Belmondo, dont le grand format dans lequel il est mis en avant ici est une belle métaphore de l'illustrateur qu'il fut. L'histoire nous entraîne dans les années 80, au moment où celui que l'on surnommait Bébel est au top de sa carrière et de sa notoriété, un moment charnière et propice à un retour sur 50 années d'une vie qu'il a vécue à 100 à l'heure. Facétieux, casse-cou, talentueux et original dans l'approche de son métier, Jean-Paul Belmondo se raconte dans un moment très intime en compagnie de son père Paul Belmondo, un grand sculpteur, qui se propose de faire le buste de son fils dans l'atelier qu'avait celui-ci quartier Montparnasse. Dans un ouvrage qui se raconte en 5 chapitres, sans forcément reposer sur un récit chronologique, on découvre ou l'on redécouvre les différentes facettes de cet acteur qui est resté dans la mémoire collective comme étant l'un des plus grands acteurs français du siècle dernier. En compagnie d'Alain Delon, que l'on retrouve à plusieurs moments dans cette biographie, soulignant ainsi l'amitié qui existait entre les deux hommes, il marqua l'histoire du cinéma dans des films comme Borsalino, film qui fut à l'origine de la seule brouille entre les deux comédiens. Dans cet ouvrage, on y apprend comment Jean-Paul Belmondo, qui se rêvait boxeur à la sortie de l'adolescence, a finalement emprunté le chemin des planches pour commencer ses armes au conservatoire, souvenir qui n'est pas très heureux d'ailleurs. Laurent-Frédéric Bollet au scénario de cet album rappelle aussi le rôle qu'ont joué certaines personnes dans sa vie, comme le réalisateur Jean-Luc Godard, qui associera pour l'éternité Jean-Paul Belmondo à la nouvelle vague avec un film comme À bout de souffle. Ainsi, dans l'atelier de son père sculpteur, Bébel confie au lecteur anecdotes et grands moments de sa vie qui reprennent vie sous nos yeux pour notre plus grand plaisir, surtout si on est fan de Belmondo, ce que je suis. Côté dessin, c'est un trait pour le moins original que propose ce titre, avec un graphisme qui se veut très réaliste dans le traitement des visages des différents protagonistes, offrant parfois la sensation de lire un roman photo. La couverture est d'ailleurs tirée d'une photographie, et si cette façon de faire peut être déroutante au premier abord, on finit par s'y habituer et prendre plaisir à reconnaître les différents acteurs qui jonchent les pages de cet album. C'est à Jean-Michel Ponzio que nous devons ce trait si particulier, lui dont on reconnaît ici une patte issue de l'animation en 3D et du travail d'illustrateur. Belmondo, sous-titré « Peut-être que je rêve debout », n'en demeure pas moins un album aussi passionnant qu'il est original, un vrai cadeau à faire ou que se feront les fans du comédien, un titre que pour ma part, je recommande chaudement. Partons maintenant aux États-Unis pour parler d'un sujet grave, un sujet qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, depuis que Barack Obama a mis fin à cela, les discriminations et le rejet envers les homosexuels au sein de l'armée américaine. Le titre en question s'appelle G.I. Gay et nous propose de suivre un jeune médecin psychiatre, un certain Alan Cole, dont le travail consiste à débusquer parmi les appelés pour rejoindre l'armée ceux qui seraient homosexuels. Si Alan Cole n'est pas vraiment d'accord avec cette loi qui met de côté et qui stigmatise les homosexuels, il fait son travail avec professionnalisme, soucieux de plaire au corps militaire, mais aussi à son futur beau-père. C'est qu'Alan Cole n'était pas forcément destiné, ni obligé, à rejoindre les rangs militaires, mais le père de Sue, sa future femme, voyait d'un très mauvais œil d'accueillir à sa table celui qu'il considérait alors comme un planqué. C'est ainsi que le docteur Cole se retrouve à cataloguer les futurs engagés jusqu'au jour où il va tomber sur un certain Merle Gore, blondiné aux cheveux frisés dont le charme et la douceur apparente vont tout de suite le désarmer. Durant l'entretien, Alan Cole semble deviner l'orientation sexuelle du futur soldat, ce qui ne l'empêche pas de le déclarer apte et de voir celui-ci rejoindre sa future garnison auprès des autres militaires. Plus tard, le médecin essaiera de se rapprocher du jeune homme dans un jeu de séduction qui doit faire preuve d'une certaine discrétion au risque de valoir une révocation pour l'un et la prison pour l'autre. Dans cette Amérique où la morale tient encore une place importante et où l'homosexualité est encore fortement réprimée, Didier Alcante nous raconte une histoire touchante et forte à travers des personnages de fiction dans un contexte réel.
C'est au crayon de Juan Bernardo Muñoz qu'il confie ce récit, lui qui s'attache à donner vie et émotion aux héros sans jamais négliger l'arrière-plan de ce récit qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. En 128 pages, il nous fait toucher du doigt la difficulté d'être homosexuel à une époque où, pourtant, l'apport de jeunes gens en pleine forme physique aurait pu être déterminante pour l'avenir de leur pays. Intelligemment construit, émouvant et passionnant à suivre, G.I. Gay est un titre nécessaire tant le problème des discriminations envers certaines minorités est malheureusement encore un thème que l'on connaît trop bien dans nos sociétés contemporaines. Paru le 6 septembre dernier aux éditions Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre, voilà un album que je ne saurais trop recommander, une lecture que j'ai trouvée forte et que je suis content de partager avec vous. Après une fin de première partie très forte, qui s'achevait dans le chaos d'une ville complètement ravagée par le grand tremblement de terre de 1906, il est temps de découvrir la seconde et dernière partie du diptyque San Francisco 1906. Dans la première partie, baptisée Les Trois Judith, nous découvrions le grand ténor Caruso de passage à San Francisco, transportant une toile de Gustav Klimt à destination de la mafia italienne, toile qui finira entre les mains de la femme de chambre qui se fait appeler Judith. Voilà en résumé la situation telle qu'on l'avait laissée au moment où la Terre se mit à trembler, un événement qui va totalement rebattre les cartes et qui va créer une réelle confusion au centre de l'intrigue. Dans La part du feu, titre de la seconde partie, nous retrouvons notre femme de chambre qui doit récupérer le tableau qu'elle a mis en sécurité afin de le remettre entre des mains qui lui assureront sa tranquillité et sa sauvegarde. Le problème est que ce tableau, qui représente une certaine Judith de Béthulie, attise bien des convoitises, à commencer par celle de la mafia italienne ou des gangs japonais de Chinatown. C'est donc dans un chaos indescriptible que retranscrit bien le scénario bien ficelé de Damien Marie qui s'appuie sur une réalité historique que notre héroïne va devoir lutter pour sa survie dans une société devenue sauvage par la force des événements. Dans cette quête pour rester en vie, elle va pouvoir s'appuyer sur le général Funston qui veut remettre de l'ordre dans la ville et qui veut aussi à tout prix mettre la main sur ce tableau qui semble rendre fou. C'est ainsi que le lecteur chemine dans ce second tome, qui réserve bien des surprises, et qui finit de créer la confusion dans une San Francisco que les crayons de Fabrice Médour ont transformé en champ de ruines. Ce même dessin, très pictural dans son approche, insiste sur les couleurs froides et sur l'expressivité grave des personnages pour montrer tout le désarroi qui régnait dans la ville après le puissant séisme. Passionnant à suivre et plaisant à parcourir, ce second tome clôt en beauté ce diptyque captivant qu'est San Francisco 1906, et comme pour le premier tome, un petit dossier en fin d'album finit de préciser les éléments de contexte de cette courte série parue aux éditions Grand Angle. Avec Un enfer pour un autre, Pierre-Henri Gaumont livre enfin la suite et la fin d'un triptyque que j'aurais suivi avec beaucoup d'intérêt et de passion. Je veux parler de la série Slava. Du nom d'un des personnages principaux, Slava est une saga en 3 tomes qui nous entraîne dans la Russie post-soviétique, une Russie que l'on démantèle par petits bouts et que l'on brade au plus offrant. Dans cette Russie, on y découvrait de personnages dont les routes se séparent dans le second tome, Slava, un peintre sans le sou, et Lavrine, rondouillard et hâbleur, qui comptait bien sur la situation chaotique de son pays pour réussir à faire fortune. Le lecteur attentif sera d'ailleurs étonné de voir le personnage apparaître sur la couverture du 3e tome, lui que Slava pense mort à la fin de la 2e partie. Dans cette dernière livrée, Pierre-Henri Gaumont nous offre un final digne de cette histoire, un final que je me garderai bien entendu de vous dévoiler pour que vous puissiez garder toute la fraîcheur à la lecture. C'est dans la mine que Nina et son père Volodia ont racheté que démarre ce 3e tome, mine dans laquelle Slava travaille en tant qu'ouvrier pendant que la nuit il s'est remis à peindre de nouveaux tableaux. Pas simple d'ailleurs de faire les efforts en journée, car plus personne ne semble vouloir acheter le minerai qui sort de l'usine, voyant derrière cet assèchement des commandes la main du puissant Morkov, frustré de ne pas avoir pu acquérir le bâtiment et les machines. De fait, pendant que d'un côté Slava s'échine à faire fonctionner l'usine et nourrir sa fille née de son histoire d'amour avec Nina, Lavrine est devenue une personne très influente, un personnage qui compte et que l'on invite dans les médias.
Après avoir mis en place tous les ingrédients pour un final aussi passionnant qu'haletant, on finit d'être happé par ce récit parfaitement bien construit et vraiment maîtrisé de bout en bout. Côté dessin, le trait est toujours aussi nerveux et dynamique, parsemé ici et là d'onomatopées en écriture cyrillique, astuce bien trouvée qui fait toujours son petit effet au fur et à mesure des tomes. Le dessin participe d'ailleurs grandement au plaisir de la lecture que l'on éprouve en se plongeant dans chaque partie, un trait qui ne perd pas en vitalité, loin de là, et qui donne vraiment tout le caractère de cette série. Avec Un enfer pour un autre, s'achève donc cette saga que l'on peut retrouver aux éditions d'Argo. C'est donc le bon moment, si vous ne la connaissez pas encore, pour vous plonger dans ces 3 tomes d'une courte série que j'aurais adoré suivre. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, un titre qui vous permettra de prolonger, comme ce fut mon cas, le plaisir d'avoir eu une actualité dominée par le sport cet été grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques entre autres. Ici, c'est de basket dont il s'agit, avec la réédition chez Petit à Petit dans la collection DocuBD d'histoires incroyables du basket, ouvrage qui permet de parcourir l'histoire de ce sport et des grands noms qui l'ont façonné. À tout seigneur, tout honneur, c'est d'ailleurs par James Naismith qui ouvre l'album, et si vous ne le connaissez pas, il fut tout simplement le créateur de ce sport à la fin du 19e siècle, un sport qui reposera alors sur 5 principes et 13 règles, dont certaines évolueront avec le temps. Si vous connaissez le principe des docu-BD, vous savez que s'alternent du texte et de la bande dessinée, les deux se complétant, offrant ainsi au lecteur une somme importante d'informations de manière variée sur le sujet dont il est ici question. Dès le 2e chapitre, on est entraîné en France pour y découvrir la célèbre salle de la Moutette, cette grande halle dans laquelle on y vendait des volailles la semaine et on y jouait au basket le week-end avec l'élan Bernay ou encore l'équipe de Pau Orthez. C'est ainsi qu'en 25 chapitres, on se plonge dans l'univers d'un sport qui occupe une grande place en France, dans lequel on est doué, comme en témoignent les 2 finales olympiques, masculines et féminines, perdues au dernier JO de Paris face aux intouchables américains. Né aux États-Unis, le basket américain est aujourd'hui encore la référence absolue, mélange entre le spectacle et le sport, dont la création de la NBA va enfanter de nombreuses superstars. De Michael Jordan, en passant par Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird ou encore Will Chamberlain, l'ouvrage met à l'honneur ces personnalités qui ont fait les grandes heures de leur sport depuis sa création. Les Français ne sont pas oubliés, que ce soit Bob Cousy, Tony Parker ou encore plus récemment Victor Wembanyama, ils sont mis en avant pour rappeler combien notre pays a vu éclore aussi d'immenses champions qui ont su s'exporter de l'autre côté de l'Atlantique. Si au scénario nous retrouvons Tony Lourenço, un grand habitué de cette collection, pour la partie dessin, comme souvent, sont réunis une pléiade d'artistes de grands talents qui permettent une variété de styles et donc un intérêt qui s'en trouve renforcé. De nombreux habitués de cette collection font aussi partie des dessinateurs présents, nommons par exemple Thomas Ballard, Gabriel Edicaro, Fabien Rontex, Arnaud Jouffroy, Clémence Fabre ou encore Solène Rousseau. Bien qu'il existe une variété de styles à travers ces talentueux artistes, il existe bien une unité ici, le basketball, un album qui plaira donc aux mordus de ce sport, mais pas seulement, les curieux dont je fais partie prendront le même plaisir à se plonger dans ce titre. Ainsi se termine ce 183e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à L'Aventurier, adaptation d'un roman d'Arthur Schnitzler par le duo Alessandro Tota au scénario, Andrea Settimo au dessin, et c'est publié chez Glénat dans la collection Très étrange. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 7 octobre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.